Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de cybersécurité. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé à découvrir 6 vulnérabilités qui n'avaient jamais été connues de l'éditeur et qui étaient en général assez graves. Donc si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Alors aujourd'hui on va parler des 6 0D que j'ai trouvés. Une 0D c'est une vulnérabilité qui n'a jamais été trouvée par l'éditeur, qui est activement exploitée dans la nature et qui n'a pas encore de correction mise à disposition. Alors globalement, en général, j'ai plutôt trouvé ça lors de mes missions en fait de test d'intrusion. Parce que oui, j'étais payé à m'introduire dans la société et donc du coup, j'auditais leurs différents logiciels et c'est un peu comme ça que j'ai pu les trouver. Alors globalement, pour qu'une 0D soit trouvée, il faut que ce soit en général soit la dernière version de l'éditeur et que personne n'ait remonté déjà l'information à l'éditeur et qu'il ne soit pas par exemple en train de la corriger. Donc ça arrive pas souvent et il faut avoir une certaine méthodologie pour la trouver. Les deux premières que j'ai trouvées, c'était en 2017. 2017, c'est l'année où j'ai commencé à faire du test d'intrusion pour une société, pour un cabinet d'audit. Et la première réellement que j'ai trouvée, en fait, c'est au Luxembourg en plus que je l'ai trouvée. J'ai été mis pendant un mois dans une société où il y avait une équipe d'une dizaine de pentesters. Et donc on auditait plutôt des sociétés qui étaient dans le secteur financier, donc c'était des très grosses structures, avec des logiciels qui n'étaient pas forcément très connus du marché parce que utilisés uniquement dans le secteur de la finance et donc pas souvent audités. Le premier logiciel sur lequel je suis tombé, c'est un logiciel de business intelligence. Donc ça permettait de faire de l'analyse de données de façon très précise pour pouvoir avoir des données statistiques et autres qui peuvent être réutilisées directement derrière par les sociétés pour faire tout un tas de manipulations. Et en fait, cette application, c'était un client lourd. Donc on a commencé à l'analyser et ce qu'on a commencé à voir, c'est qu'il y avait des données qui étaient envoyées vers l'application de manière chiffrée. On avait un fichier qui à chaque fois que lorsqu'on lançait l'application, il était chargé en fait par l'application. Et ce fichier, il avait un format qui était un petit peu particulier. Et c'était assez surprenant parce qu'en fait, ça faisait une espèce de liste d'utilisateurs avec des mots de passe qui étaient chiffrés. Donc bon, on essaie d'analyser un petit peu la chose, on essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, la première idée que j'ai, parce que je faisais de la cryptographie en Change à l'époque, c'est de me dire, est-ce qu'il y a moyen de retrouver l'algorithme pour essayer de déchiffrer les mots de passe et essayer d'accéder aux données pour pouvoir compromettre l'ensemble des comptes directement, vu comme on a accès aux fichiers de données. Donc là, on commence dans une phase de rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on prend le logiciel, on va commencer à le décompiler et on va essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Donc là, ça nous a pris, on va dire, 1 ou 2 jours, parce que c'était quand même assez complexe comme application. Et donc on a trouvé un petit peu le morceau de code qui faisait l'exécution. Mais bon, quand on fait de la décompilation, on n'a pas le code propre naturel comme il a été écrit en fait. On a juste des morceaux d'interprétation. Et à partir de cette interprétation-là, j'ai commencé à essayer de comprendre comment fonctionnait l'algorithme. Donc je l'ai réimplémenté en fait déjà une première fois en Python pour avoir les mêmes résultats en faisant des tests. Et après à partir de là, du coup, je suis arrivé à comprendre comment ça fonctionnait pour pouvoir faire justement le sens inverse. Donc ça a été la première vulnérabilité qu'on a découvert. Moi, mon collègue a pu le réimplémenter derrière en C pour gagner en termes de performance, mais du coup l'algorithme avait déjà été fait et on était capable de charger directement le fichier de mot de passe chiffré et de retrouver l'ensemble des mots de passe en clair derrière. Donc on contacte les personnes, on voit un petit peu comment ça se passe et elles nous disent non mais on est bien sur la toute dernière version du logiciel, il est à jour là d'il y a une semaine donc on peut strictement rien en faire. On en parle à l'éditeur qui nous dit on n'était pas au courant, on leur dit oui mais la crypto maison de toute façon il faut absolument éviter, hein, on fait jamais ce genre de choses, c'est une erreur fondamentale parce qu'aujourd'hui les principes cryptographiques ils ont des principes mathématiques qui sont quand même solides. Donc pareil, ne faites jamais de cryptographie maison, hein, c'est pas du tout l'idée. Il y a des algos qui fonctionnent très bien donc autant en profiter. Donc on en parle un petit peu, le problème c'est que ça touchait une très grosse société, un logiciel qui était utilisé aussi par des très très grosses structures. Donc on nous dit surtout vous ne dites rien en fait, vous ne faites pas fuiter l'information. Donc on essaie d'entrer un peu dans un processus. La société en face, l'éditeur ne voulait pas nous écouter. On a dû passer par un CERT, c'est un centre de sécurité. Et là on a dû prendre celui qui est au niveau étatique, donc le Circle du Luxembourg, pour arriver à faire remonter l'information et surtout à faire un petit peu pression sur la société pour qu'ils aillent corriger et qu'ils proposent un patch en tout cas pour le client qu'on était en train d'auditer. En fait, cette vulnérabilité était tellement critique que du coup, elle a mis 2 ans en fait, à être sortie. Donc même pas publiquement, en fait, il y a eu juste un numéro de CVE qui a été attribué. Donc si vous la cherchez sur internet, en fait, vous verrez que juste le numéro de CVE a été réservé, mais il n'y a eu aucune information officielle qui a pu être divulguée pour vous donner un peu la problématique qu'il y avait. Donc ça, c'est la première CVE que j'ai pu trouver. Après, la deuxième CVE, c'était un soir, j'étais au Luxembourg et dans mon métier, je m'amusais aussi à auditer un petit peu les applications qu'on avait chez ma société. Parce que j'avais une société, c'était un cabinet d'audit, donc globalement on avait quelques applications, dont une application de sauvegarde qui s'appelait UR Backup à l'époque.
Et cette solution de sauvegarde, elle permettait justement d'aller récupérer et centraliser les sauvegardes à un certain point. Donc je m'amuse un peu à l'auditer, voir si quelqu'un peut arriver à s'introduire dessus. Et là je trouve une XSS, donc c'est la possibilité d'injecter un morceau de code malveillant, et si quelqu'un va cliquer derrière sur un lien, bah, ça va l'exécuter, ce morceau de code malveillant. Donc quelque chose d'assez simple. J'appelle mon collègue, je lui dis mais on est en dernière version, il me dit oui. Ok, bah du coup 0 dead, donc ça veut dire que j'appelle, du moins j'envoie un mail au Mitre, qui est l'organisme qui gère les CVE. Il m'attribue un numéro de CVE, on voit QR Backup, il propose un patch hyper rapidement, ils ont vraiment été très réactifs. Donc ça c'est vraiment une bonne qualité pour eux, ils ont vraiment très bien fait leur travail. Et à partir de là, j'ai commencé à publier les informations, donc là, elles ont pu être mises sur internet et donc les gens ont pu en profiter, j'ai envie de dire. Après on ne peut pas le mettre sur ExploitDB parce que c'est de la XSS, donc ils ne les prennent pas en compte, parce que c'est pas une vulnérabilité côté serveur. Mais du coup c'était quand même voilà, la deuxième CVE. Est arrivé après les années suivantes, donc je continue à faire des audits de manière assez régulière. Et un jour, on travaille pour une entité publique. Ils avaient un YesWiki qui était un élément sur lequel ils mettaient tout un tas d'informations. On avait toujours à peu près la même procédure quand on fait un test d'intrusion web. On audite les différents périmètres, les différents éléments. Et après, à partir de là, on va commencer à injecter des données qui sont mal formées. Par exemple, si le champ il attend un chiffre, on va lui envoyer une lettre ou un caractère spécial. Et on va essayer de voir un petit peu le comportement en fait de tout ça et voir un petit peu comment ça va se passer. Ça va pas manquer. L'application qui était pareil en dernière version était vulnérable. Alors j'ai pu trouver une injection SQL et une XSS, donc j'en ai trouvé deux. Donc on voit que finalement c'était pas forcément très filtré. L'application était un petit peu utilisée, c'est pas quelque chose qui était utilisé vraiment de partout. Mais du coup, pareil, on a contacté les équipes. Les équipes ont été assez réactives pour apporter un patch. Donc finalement on voit qu'en général quand c'est un peu open source, que c'est assez utilisé par la communauté, que c'est pas un éditeur qui est fermé, c'est quand même assez rapide pour apporter un patch et les gens sont assez sérieux, ils prennent vraiment ça en compte. Donc du coup c'était plutôt pas mal, même si je vous avoue que chez YesWiki ils ont un peu traîné des pieds pour le faire. Et en fait là où ils ont vraiment accéléré la manœuvre, c'est quand on a commencé à publier le code d'exploitation directement sur ExploitDB. Donc là si vous allez sur internet, vous allez sur ExploitDB, vous tapez YesWiki CRCopyTech et vous allez voir, il y a l'injection SQL qui est disponible, et les XSS bien sûr ils peuvent pas la prendre en compte, donc du coup on a gardé les codes pour nous. Ça c'était pas forcément le plus important. Donc globalement en fait tout au long de ma carrière j'ai pu en trouver comme ça au fur et à mesure, et les suivantes en fait elles ont été un petit peu plus un peu particulières. Donc on a eu celle chez Aruba Network. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ce qu'on appelle les contrôleurs Wi-Fi qui permettent de faire ni plus ni moins que de la gestion en fait de personnes qui veulent se connecter sur le Wi-Fi. Donc vous avez un portail sur lequel les personnes vont venir s'authentifier, et globalement dans beaucoup de sociétés ce portail là est accessible directement sur internet. Il n'est pas accessible uniquement via le Wi-Fi. Donc nous on faisait un audit de la société pour essayer de s'introduire dedans, et globalement ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé en fait ce portail sur internet. Donc j'ai commencé à essayer de jouer un petit peu avec. On n'avait pas trop d'espoir parce que c'est des portails qui sont vraiment développés, déployés de partout, avec globalement des auditeurs qui passent en permanence dessus, donc peu de chances de trouver une nouvelle vulnérabilité sur ces éléments là. Donc bon, globalement c'était pas non plus c'était pas l'audit qui paraissait le plus important, mais on a dit bon, on va le faire quand même sérieusement. Et au bout d'un moment on commence à essayer de se balader sur des pages, et là on voit ce qu'on appelle des dumps mémoire, des core dumps. Donc dans le core dump on le télécharge, et là on voit l'intégralité de la configuration de l'appliance. Donc avec le mot de passe administrateur on se connectait avec dessus, et du coup on compromis le périmètre. Donc assez surpris de tomber sur ça. Et en fait quand on a la date du core dump, on voit que c'est aujourd'hui, et c'était le moment où on était en train de faire les tests. Donc on se dit on a dû faire quelque chose à un moment qui a généré ce core dump. Après l'idée c'était de savoir quoi et dans quel périmètre on avait injecté. Donc on regarde les heures, on remonte un peu dans notre journalisation, et là on voit qu'on avait attaqué une certaine page qui était écrite en Perl, et on voit à peu près une dizaine de requêtes qui est tombée à peu près en même temps à la même heure. Donc du coup on essaie de rejouer ces requêtes et on voit que ça crée de nouveaux core dumps. Donc là on essaie vraiment de séparer au fur et à mesure jusqu'à trouver un caractère en fait qui était un bytecode qui, quand il était injecté dans la page, la faisait planter, et du coup quand ça plantait ça générait un core dump qui était utilisé à la base par les développeurs pour pouvoir traiter on va dire les informations et pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Donc globalement Aruba Network avait été racheté à l'époque par HP. On essaie de les contacter, pas de réponse de leur part, donc c'était quand même un peu embêtant. Ce qu'on a fait c'est qu'on est allé voir sur un salon, parce que souvent ils ont des salons, donc à partir de là on va aller voir sur un salon, on leur en parle, ils nous donnent une adresse mail d'une adresse qui est en Irlande,
d'une personne qui est en Irlande qui est censée traiter la cybersécurité. Donc à partir de là, on les contacte, on donne les informations, on leur explique un petit peu ce qu'il faut et on leur demande surtout d'avoir un patch rapidement pour nos clients parce que nous ce qui nous importe le plus c'est surtout ça. Alors là, eux, au bout de 15 jours, ils nous répondent, donc on voit qu'ils étaient quand même pas trop pressés par l'histoire, ce qui était quand même problématique parce que vulnérabilité quand même assez critique. Et au bout de 15 jours, ils nous disent bah voilà, on a corrigé sur la dernière version. En fait, on a juste bloqué le fait que les gens puissent télécharger les core dump. Mais en fait, c'est pas comme ça le patch, c'est qu'il faut corriger l'injection, il faut aller vraiment plus en profondeur. Donc au moins, il y avait un patch pour notre client qui permettait aux gens de ne pas pouvoir télécharger le core dump, mais du coup, pas plus d'informations que ça. Et après, on n'a jamais eu de suite en fait. On les a recontactés plusieurs fois et ils nous ont jamais donné de suite et ils nous ont jamais autorisé en fait à divulguer les informations. Donc aujourd'hui, c'est pareil. La CVE, elle est réservée, mais on n'a pas le droit de divulguer les informations qui sont derrière pour expliquer aux gens comment en fait exploiter une vulnérabilité comme celle-ci pour récupérer les infos. Donc bon, voilà, on voit que finalement c'est pas tout rose et que souvent les gros éditeurs font un peu le blocus pour pas avoir une mauvaise pub. Et après, ça peut se comprendre, mais ils font pas forcément leur travail très rapidement. Donc après, c'est à eux aussi de gérer les choses comme ils l'entendent. Bien sûr, il y a eu d'autres vulnérabilités entre-temps qui ont été trouvées. Donc là, on était globalement sur l'année 2019-2020. Et on a trouvé par exemple des vulnérabilités en étant au Luxembourg. On avait une box avec un opérateur. Et cette box, on s'est aperçu que lorsqu'on envoyait un caractère dans une des pages, pareil, on la faisait redémarrer. Donc en fait, on pouvait enchaîner un déni de service perpétuel en envoyant juste un simple caractère. Parce que ce qu'on aime bien faire quand on arrive dans un Airbnb, c'est tester un petit peu la sécurité des différents équipements qu'on a à notre portée pour voir un petit peu comment ils réagissent. Bien sûr, c'est des équipements qui sont locaux, donc il n'y a pas d'impact trop important. Et voir si on peut trouver des vulnérabilités, c'est toujours, on va dire, assez drôle quand on s'amuse à faire ça. Et la dernière vulnérabilité que j'ai trouvée quand j'étais encore salarié, c'est une application qui est un gas server, c'est-à-dire que ça fait de la répartition de charges sur les différentes pages au niveau web. Et cette application, elle était écrite en Java, il y avait des bouts aussi d'interprétation de code système directement dedans. Et en fait, j'ai trouvé une exécution de code arbitraire à distance. Donc je faisais mes tests et cette application, il y avait une espèce de panel admin qui était accessible par défaut, qui n'était pas sécurisé, dans laquelle on pouvait déployer des nouvelles archives pour arriver à déployer, on va dire, des applications. En fait, je me suis aperçu que le nom du fichier, il était traité via, on va dire, une commande système qui n'était pas forcément correctement filtrée. Elle était filtrée mais pas correctement filtrée. Et donc j'ai trouvé comment on pouvait exécuter des commandes système directement en passant par là, en exploitant les principes système avec tout ce qui est Unix. Donc derrière, vous pouvez aussi avoir directement le résultat de certaines commandes. Et donc je suis passé par là pour arriver à avoir les informations. Donc j'ai contacté l'éditeur, pareil, on est reparti dans le même cycle. Sauf que là, l'éditeur n'a pas voulu répondre. En fait, donc j'ai attendu un certain temps. Et j'ai la CVE, donc je pense que un de ces jours, je vais publier toutes les informations sur internet. Et après, il se débrouillera avec ça parce qu'en fait, ça fait déjà plus d'1 an. Jamais eu de réponse, la CVE a été attribuée. Et maintenant, on attend tout ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Dites-moi si vous aussi vous avez trouvé des CVE et quelle est un peu votre procédure pour arriver à en trouver. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un like aussi si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce type là. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!